Bonjour. Dans cette capsule-ci, en un peu plus de détails, on va ouais, parler de force et de dynamique. Je vais vous présenter là, les définitions, un peu de vocabulaire, les trois lois en un peu plus de détails et parler un peu de méthode de résolution de situations que vous allez rencontrer. Disons 20-25 minutes là, de capsule. D'accord? Si vous voulez du vocabulaire, une force, c'est ce qui cause une accélération, on peut le voir comme ça. C'est ce qui, lorsqu'elle est non nulle, résultante, va donner lieu à une accélération. On peut penser à une poussée, une traction, une force. Si ça accélère pas l'objet, c'est qu'il y a une autre force qui réagit pour l'en empêcher. Puis là, on va peut-être comprimer un ballon, allonger un ressort, courber une poutre. Euh, Sinon, s'il n'y a rien pour l'en empêcher, si la force résultante est non nulle, la vitesse change. L'objet accélère. Des forces de contact versus des forces magiques là, d'action à distance, comme la gravité. Les forces de contact, c'est quand on se touche. Deux objets qui se touchent, deux objets solides qui se touchent, puis qui ne rentrent pas l'un dans l'autre, c'est parce qu'il y a une force normale qui réagit à leur contact, puis qui les empêche de rentrer l'un dans l'autre, comme un bloc sur une table. Les tensions, les frottements, tout ça, toutes nos forces qu'on voit sont les forces de contact. La seule force d'action à distance qu'on voit, nous, dans ce cours-ci, c'est la force de gravité. Les forces de contact, là, quelqu'un qui pousse, le frottement, les tensions, les normales, toutes les autres. Dans la vie, il y a d'autres actions à distance, là, les forces électriques, les forces magnétiques, nucléaires, ces trucs-là qu'on ne voit pas dans ce cours-ci, dans le fond. Pas dans le cours de physique mécanique. C'est des vecteurs, donc il faut décomposer les équations X en Y. Ce qu'on appelle la masse, ça mesure l'inertie, ça mesure la résistance au changement. On peut parler d'inertie sociale et tout, d'inertie économique, mais on ne parlera pas de ça dans ce cours-ci. On va parler de l'inertie en lien avec la deuxième loi de Newton. La masse, c'est l'inertie de translation. Puis là, les types de force, j'en ai parlé déjà un peu. En termes de notation, si vous utilisez le Benson, on parle de cette notation-là. Si vous utilisez, je crois, le Séguin ou le Lafrance, là, il met une petite flèche. Et puis, il y en a un des deux qui inverse l'ordre aussi. Faites attention d'utiliser la même notation que votre prof. Moi, je vais utiliser la notation sur par. Donc, la première lettre, c'est la force, c'est l'objet sur lequel la force agit. Comme ici, on donne un coup de pied au ballon. On parle de cette force-ci, la force que le ballon ressent, la force qui agit sur le ballon est causée par le pied. Dans la majorité des cas, quand on parle juste du ballon, on n'a pas besoin de spécifier que c'est le pied qui a causé la force. Dans une situation différente, on ne mettrait pas le P là, si on s'intéresse juste au ballon, mais si on s'intéresse au système et aux forces qui vont agir sur le pied, parce que notre pied le ressent, ça vous fait mal un peu, des fois tu donnes un coup de pied trop fort sur un truc, le ballon agit aussi sur le pied, puis il y a aussi une force qui est sur le pied du monsieur. Ici, la jambe, là. D'accord? Donc, attention à la notation. J'utilise celle du Benson ici, là, qui ressemble bien gros à, je crois, au La France. Je pense que c'est le Séguin qui inverse l'ordre des deux lettres. Attention à ça. Parlons des lois de Newton. Je commence avec la deuxième. C'est celle qui est la plus mathématique, donc la plus facile à gérer. En fait, la mieux comprise là, dans la vie, dans notre intuition. S'il y a une force résultante, l'objet accélère. Comment on calcule cette accélération-là? On fait la force résultante et on divise par la masse. Comment on fait la force résultante? Là, géométriquement, on met un à la suite de l'autre, la force 1, la force 2, la force 3. 1, 2, 3. Ce sont des vecteurs, on met des flèches. Et la force résultante part du début de la première. Je vais écrire FR, pour simplifier, là. On va souvent écrire sommation des forces. Ouais, ok, sauf qu'on va pas faire des petits dessins comme ça. Là. Dans ce cours-ci, on veut une méthode analytique, donc on va décomposer les forces
Et la force résultante en X va donner la masse fois l'accélération en X. La force résultante en Y va donner la masse fois l'accélération en Y. Donc, il faut décomposer les vecteurs comme on l'a vu au début. Si on veut écrire la deuxième loi de Newton en mots, c'est beaucoup plus long. L'écrire en équation, on vient de le faire, c'est une petite équation, mais voilà, c'est 3 équations. Si on vient en 3D, vous allez surtout travailler en 2D là, dans ce cours-ci. Ensuite, bon, les unités, un newton, c'est 1 kilo. Les forces sont en newton, les masses sont en kilos, et les accélérations sont en mètres par seconde carré. Donc, un newton, c'est 1 kilo fois 1 mètre divisé par 1 seconde au carré. Puis tout ce qu'on a à dire, la deuxième loi de Newton, ça intervient à l'étape 5 ou 6, là, quand on écrit les équations de la méthode de résolution. Il faut avant tout faire un schéma et mettre toutes les forces sur le schéma, choisir les axes de façon à ce que X soit parallèle, l'axe des X du système d'axes soit parallèle à l'accélération des objets. Ensuite, on fait un diagramme, ensuite on écrit les équations, ensuite on résout, ensuite on réfléchit. Donc, c'est ici que la deuxième loi de Newton entre en ligne de compte. Quand on écrit les équations. Ce sont ces équations-là. OK. Pour la première loi de Newton, ben, pourquoi j'ai commencé avec la deuxième? C'est parce que c'est un peu ça la logique, là. La deuxième loi de Newton nous dit qu'est-ce qui se passe quand il y a une force résultante? Il y a une accélération. Mais qu'est-ce qui se passe pas quand il n'y a pas de force résultante? L'accélération. Ça nous dit ça que s'il n'y a pas de force résultante, c'est-à-dire que si la force résultante égale 0, ah ben là, ça nous dit que l'accélération égale 0 aussi. OK, ben c'est ça que la deuxième loi nous disait. Non, exact. La première loi, c'est comme la deuxième loi, avec un 0 dedans. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Si je veux effacer... Si la sommation des forces est nulle, alors l'accélération sera nulle. Ben ça veut dire que la vitesse est constante. Mais pour être constante, la vitesse, il faut que son module soit constant. Donc, OK, on va encore à 10 mètres secondes, puis encore à 10 mètres secondes, puis 10 mètres secondes, puis encore 10 mètres secondes. Mais ça veut aussi dire qu'on ne change pas de direction. Un vecteur constant, c'est une double constance en module et en orientation. Un mouvement circulaire, y a-t-il une accélération si la vitesse est constante? Oui, parce que l'orientation de la vitesse change. On peut voir qu'un objet au repos, s'il n'y a pas de force pour l'entraîner, va rester au repos. Je parle de l'objet voiture blanche. Elle est au neutre. Elle n'est pas en mode parc. Donc, il y a pas les roues ne sont pas barrées, puis ils ne collent pas. Donc, il n'y a pas de frottement pour l'entraîner vers l'avant avec le camion rouge. S'il y avait eu un frottement, elle aurait pu y aller. Mais non, elle n'y est pas allée. Si elle avait été attachée par une corde, il y aurait eu une tension vers l'avant qui aurait pu lui permettre d'y aller, mais il n'y avait pas de corde, elle n'y est pas allée. Donc, pas de force, pas d'accélération. L'objet au repos veut rester au repos. S'il est en mouvement, imaginez que vous êtes dans l'autobus, là, situation initiale. Puis là, ça c'est vous, là, donc dans la situation initiale, vous êtes là, dans l'autobus, ça roule, l'autobus a une vitesse, tout va bien, vous êtes en équilibre, sûr de vous-même. Et puis là, tout à coup, l'autobus freine. Il a une accélération opposée à la vitesse, et lui, il freine. Mais vous freinez pas, vous n'êtes pas attaché à rien, vous n'êtes pas retenu. Puis, à la limite, il y a peut-être un petit peu de frottement ici qui vous aide, mais à retenir vos pieds seulement. Et le reste de votre corps, lui, si vous n'êtes pas sur la barre, il tombe. Donc, l'humain, lui, continue à vitesse constante s'il n'y a rien pour l'arrêter.
Même chose si vous êtes au repos. Dans la situation initiale, ici, vous êtes au repos, comme la voiture blanche ici. Et quand l'autobus accélère vers l'avant, vous pas si vous ne vous retenez pas. À la limite, il y a peut-être un peu de frottement qui entraîne vos pieds, mais le reste de votre corps, lui, non. D'accord? Un objet au repos veut rester au repos, un objet en mouvement veut rester en mouvement. Au fond, c'est que la vitesse a tendance à rester constante s'il n'y a pas d'accélération, s'il n'y a pas de force, si la sommation des forces présentes agissant sur l'objet est nulle. OK. Historiquement, il y a eu comme 10 ans là, entre la première loi et la deuxième loi de Newton. Il s'est rendu compte de ça, puis ensuite, éventuellement, il l'a mathématisé sous la forme de la deuxième loi. Bon, d'accord. La roche ici, dans le camion, n'avait pas de frein. Il n'y a rien qui l'a retenu, sauf peut-être un peu de frottement, mais clairement pas assez. Le camion a freiné, la roche pas. Pour trouver une force résultante, là, la méthode du parallélogramme en haut pour que vous visualisiez ça, ça vient du secondaire, les unités, la force résultante. Je pourrais parler un peu de mouvement circulaire, là, quand, si vous roulez en voiture, je veux pas un stylet, je veux un stylet. Si vous êtes sur la route, dans votre voiture, je la dessine vue du haut, la voiture, et qu'il y a, disons, bon, ma voiture circule à droite, hein, ça va pas bien. Donc, on est ici dans la voiture vue du haut, puis là, il y a une boîte de mouchoirs, disons, ici sur le tableau de bord. S'il y a un virage dans la voiture, quand la voiture va être rendue ici, la voiture, elle a des pneus. La voiture, elle, il y a du frottement qui lui permet de ne pas continuer en ligne droite. Une force de frottement. D'adhérence, on y reviendra dans une autre capsule, c'est un frottement statique qui pointe vers le centre du cercle pour permettre que la voiture ait une accélération centripète vers le centre du cercle. Mais la boîte de mouchoirs, elle, non. Pas assez de frottement, à moins qu'elle est attachée fermement, là. Ce qui fait qu'elle, elle aurait eu envie de continuer en ligne droite. Ce qui fait que ce qu'elle va faire, selon nous, l'impression on a l'impression que la boîte de mouchoirs va aller frapper le mur. Puis une fois qu'elle a frappé le mur, ben là, il peut y avoir une force normale contre le mur qui la pousse vers le centre du cercle, puis elle maintient son mouvement. Mais ça, on pourrait dire que ça s'est passé ici, là. Quand la voiture était ici, la boîte de mouchoirs qui continue en ligne droite vue du haut, mais qui pour les passagers semblait se déplacer vers la droite, va être rendue ici. C'est pour ça aussi que si on est debout dans l'autobus, si maintenant c'était un autobus, et que l'autobus tourne à gauche, ben nous, on tombe un peu à droite, mais non, en fait, on continue, nous, en ligne droite comme la boîte de mouchoirs, alors que l'autobus, lui, tourne à gauche, ce qui fait qu'on tombe un peu vers la droite. On a l'impression de tomber vers la droite. OK. Pour la troisième loi, la loi de l'action et de la réaction, on dit principe d'action-réaction, je mets des gros guillemets, on parle d'interaction au fond, là. Il n'existe pas le poids d'une pomme causé par la gravitation terrestre, la force gravitationnelle sur la pomme par la Terre. Cette force-là n'existe pas seule. La pomme attire aussi la Terre. Ça, c'est impressionnant. La troisième loi de Newton est souvent mal comprise. Ici, on a une paire action-réaction, si on veut appeler ça ainsi. On a une interaction. La Terre attire la pomme attire la Terre. Chaque deux objets s'attirent l'un l'autre par la gravité. Si cette force-là vaut 10 newtons sur la pomme par la Terre, elle vaut aussi 10 newtons par la Terre sur la pomme. Ici, elle est vers le haut, vers le bas, désolé. Et là, elle est vers le haut. Opposée en direction, ça c'est le moins ici dans la relation vectorielle. Elle est vectorielle, cette relation. La force est opposée, donc il y a un moins dans la relation vectorielle. La force sur A par B
en module est égal à la force sur B par A si je ne mets pas les petites flèches. Les modules sont les mêmes, mais si je mets les petites flèches, alors là, je mets un moins pour dire qu'elle est opposée en orientation. 10 newtons sur la pomme, ça la fait accélérer vers le bas. 10 newtons sur la Terre, avec sa masse, elle n'accélère pas du tout, ou presque. Les paires action-réaction en visuel, il y a une force sur le ballon par le monsieur, par la personne. Il y a une force égale en module sur l'autre. Mais opposant direction. Un chien qui marche, il se propulse, là, je vais le dessiner quand il est ici devant nous, il se déplace vers la gauche. Lui, il se propulse vers l'avant. Il y a une force sur le chien par le manège. Comment il fait ça? C'est en poussant le plancher vers l'arrière. Il pousse le manège, une force sur le manège par le chien vers l'arrière. Les forces sont égales en module, opposées en direction. La propulsion, là, je l'indiquais, je le mentionnais, le chien se propulse, je le mets en détail ici. Là, il y a une force d'action-réaction quand une personne pousse un objet. Si on n'est pas retenu sur le sol par du frottement quand on lance une balle, on reculerait un peu en proportion avec la différence là, entre la masse de la balle et notre masse. Donc, quand on est beaucoup massif par rapport à la balle ou quand la balle est très peu massive, on ne ressent pas cette force-là, nous. La balle la ressent parce qu'elle est peu massive. Mais si vous avez une très grosse balle, de très grosse masse et que vous la poussez vers l'avant, si vous poussez une voiture, si vous poussez un mur, vous allez reculer. Si vous êtes sur la glace ou s'il n'y a pas de frottement pour vous retenir. Une personne qui marche, c'est la même chose. Je donnais l'exemple du chien tout à l'heure. Quand on marche, on pousse le sol vers l'arrière. Il y a une force sur le sol par le pied. On le pousse vers l'arrière avec notre pied. Ça nous pousse vers l'avant. On se propulse vers l'avant par un frottement statique, si on ne glisse pas, si on adhère. On peut dire que ça, c'est un frottement statique. On y reviendra dans une capsule éventuellement là, sur le frottement, probablement dans un exemple. Même chose pour la propulsion du camion. Même chose pour la propulsion d'une fusée. Il y a une force sur le gaz par la fusée. Cette force-là propulse la fusée sur la fusée par le gaz. C'est comme quand on se pousse sur un mur avec une chaise avec des roues. On va reculer. Bien, la fusée, elle lance des petites balles vers le bas. 1 million de petits milliards de nombres d'Avogadro, de petits atomes qu'elle propulse vers le bas à très, très grande vitesse. Ça pousse la fusée vers le haut à une très petite vitesse, en comparaison. Une très petite accélération. Force, masse, accélération. Si la masse est plus grosse, la force va être pour la même force. Si la masse est plus grosse, l'accélération va être plus petite. Hein? La force est la même, mais si la masse est plus petite, l'accélération va être plus grande.